député de Saint-Jean. Bonjour. J'aimerais ça vous entendre un peu plus sur la question du partage d'informations. Vous avez abordé la question dans votre mémoire et j'aimerais ça voir avec vous parce que on a entendu précédemment un groupe qui nous parlait justement de la question de la tâche qui pourrait être qui pourrait accompagner des demandes indues d'informations, de compilation de données, puis ces choses-là. Pas besoin de vous faire de dessin en sachant que dans les organismes communautaires, il y a un manque criant de ressources et habituellement, il y a peut-être une ou deux personnes, un ou deux permanents par organisme. Puis des fois, c'est pas à temps plein et ça fait en sorte que, et comme vous l'avez si bien dit dans votre mémoire, beaucoup d'organismes ne font même pas de compilation de statistiques déjà. Et déjà que dans certains cas, l'Agence de santé pour du financement vous demande déjà des rapports, des statistiques. Donc, d'ajouter à ça des demandes pour des études, et c'était-là. Comment vous voyez ça dans le libellé exactement du projet de loi? Est-ce que vous voyez qu'il pourrait avoir des précisions d'apporter ou préserver certaines données que selon vous ne devraient pas être, on n'aurait pas à transmettre éventuellement à cet institut? C'est plus large. La question n'est pas de déterminer quelles données sont possiblement transmissibles et quelles ne le sont pas. La politique de l'action communautaire autonome, et toute la documentation du M3S qui précise les règles d'attribution et de reddition de compte de qu'est-ce que le M3S est légitimé de demander aux organismes communautaires, qu'est-ce que les organismes communautaires doivent rendre comme compte, et personne ne s'objecte à rendre des comptes. Ça, c'est certain. Sauf que tout cela est fait en fonction de limiter les comptes aux aspects financiers et non aux aspects de la clientèle les gens rencontrés de façon personnelle, le nombre précis, c'est les données que nous avons à fournir et qui sont convenues et négociées avec le M3S, tant avec les agences qu'avec la direction du M3S, sont faites à l'effet de ne pas demander au groupe communautaire de fournir des informations si précises sur le type d'intervention, sur combien d'interventions ont été faites avec Madame X, même si on ne la nomme pas, sur le nombre d'heures qui ont été nécessaires pour accompagner M. Y, qu'il soit nommé ou pas. Ce sont tous des informations que nous avons gagnées, ne pas avoir à fournir parce que notre lien avec le M3S n'est pas celui que nous avons avec nos membres. Le lien que nous avons avec le M3S est celui de l'un de nos bailleurs de fonds. Pas le seul, je vous rappelle que malgré l'ampleur de l'enveloppe du M3S, ça ne représente, lorsqu'on regarde un budget type d'un organisme, que 43% de son apport financier vient du programme du M3S, le programme de soutien aux organismes communautaires. 53% vient donc d'autres sources. Et là, de souper spaghetti jusqu'à d'autres programmes, jusqu'à toutes sortes d'inventions. Imaginez, il faut beaucoup en inventer pour aller chercher ce montant-là. Donc, les liens que nous avons avec l'un de nos bailleurs de fonds doivent rester raisonnables. Et ici, avec les données le type de données qui seraient demandées dépasse totalement le lien qui nous unit avec le M3S et avec le gouvernement par conséquent. Juste un petit complément. Oui, donc juste à titre d'exemple, si on donne un exemple d'un groupe famille, par exemple, qui travaillerait, on parle dans le projet de loi ici là, que l'Institut peut faire des recommandations au ministre ou au gouvernement pour la création de registres d'informations, notamment pour suivre l'évolution de différentes technologies médicales et sociales. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça peut nous inquiéter parce que, par exemple, un groupe famille, si on voulait évaluer, par exemple, l'implantation d'un programme pour les jeunes mères dans un quartier X qui est piloté par un CLSC, est-ce qu'on pourrait éventuellement demander aux organismes communautaires qui sont des partenaires autonomes du service, mais volontaires, d'aller fournir des données sur leur clientèle? Donc, est-ce qu'on va aller par l'INES
aller collecter des données qu'on s'est toujours battu pour ne pas avoir à transmettre, pour préserver le lien avec nos membres, hein, vous voyez. Donc, c'est vraiment ça. Est-ce que par la porte d'en arrière, on ne va pas aller contourner les dispositions qui sont confirmées dans différentes lois là, qui disent que les organismes n'ont pas à transmettre de données nominatives ou de données de quoi que ce soit sur leur clientèle au ministère de la Santé. C'est ça notre préoccupation vraiment sur cet article-là. Et je pense que c'est important. On revient encore à la charge tant qu'on ne précisera pas, comme ma collègue disait tantôt, la notion de secteur de services sociaux. Si ça peut ouvrir la porte à l'inclusion des organismes communautaires par ce terme trop large de secteur des services sociaux, ça pourrait nous mener éventuellement à ça. L'inquiétude est toujours là au moment où on se parle là, avec le projet de loi tel que libellé. Très rapidement, dernier commentaire. Oui. Donc, si je comprends bien, vous avez une certaine crainte si l'article demeure comme tel qu'il est rédigé déjà pour le partage d'informations, de perdre une bonne partie de votre autonomie. Effectivement, de l'autonomie ou de la confiance de nos clients qui sont souvent des populations marginalisées. J'allais dire nos clients, j'ai une déformation, excusez-moi. J'ai trop lu de documents gouvernementaux dernièrement. De nos membres. Désolé. Je m'excuse auprès de mes membres. Très, très rapidement. Okay. Juste rapidement, est-ce que vous avez parlé des représentants de la population au sein des comités, de leur sélection de la représentation? Est-ce que vous avez fait une réflexion des façons que les gens pourraient être sélectionnés ou de transmettre leur information à la population qu'ils représentent ou des consultations? Avoir fait une réflexion sur la façon. Ce qu'on veut éviter, c'est que le PDG d'Hydro-Québec se revendique un statut de représentant de la population ou la même chose pour le directeur du CA de Pfizer. On veut pas qu'il soit représentant de la population. Donc, pour nous, il faut qu'il y ait des directives claires sur c'est quoi un représentant de la population pour qu'il sache qui représente, puis quand il va parler, qu'il parle vraiment au nom de la population. Une nuance importante. Représentant de la population, c'est un peu excessif comme terme. Issu de la population serait préférable. Comment quelqu'un pourrait-il assurer un mandat de représentation? Vous en êtes, c'est assez lourd comme système pour en arriver là. Alors, comment une personne individuelle pourrait se revendiquer et avoir un mandat solide et parler au nom de la population, ce qui veut dire être représentant? C'est un terme excessif. Oui, finalement, forme de mesures qui pourraient se traduire par des cooptations unilatérales. Hein. On a trop vu de ces exemples-là dans différents conseils d'administration dans les dernières années. Là, peu importe le parti, là, je veux dire, faut pas que ça mène vers ça, là, vers aller chercher des personnes selon leur notoriété. Ça serait vraiment terrible. Il faudrait qu'il y ait un minimum de transparence et d'imputabilité dans le choix de ces personnes-là. Ça, c'est un minimum.